Petite exclusivité, mes chers amis. Je souhaite absolument que vous lisiez l'article de RT Afrique qui confirme le renforcement des liens monétaires entre la Chine et la Russie. J'ai mis à votre disposition sur ma page Franklin Nyamsi Facebook tout court un article de RT Afrique qui résume ce que j'expliquais tout à l'heure. Et je m'en voudrais de laisser passer cet exemple pour l'éveil des Africains. La Chine réglera les livraisons de gaz russe en roubles et en yuan, annonce Gazprom. Voilà le genre d'informations anodines et que beaucoup parmi les Africaines et les Africains ont tendance à ne pas comprendre dans toute leur portée. Je voudrais expliquer en quelques minutes pourquoi c'est une information extrêmement intéressante pour les Africains, pour les peuples et les gouvernements africains. Le modèle de coopération qui se met en place entre la Russie et la Chine est une école pour l'Afrique des libertés. Suivez exactement ce qui se passe actuellement entre la Chine et la Russie en matière économique. Et tirons des leçons de tout cela pour établir des liens de coopération économique entre les pays africains, entre les peuples africains. Regardons le compte rendu que nous en fait ici la chaîne Russia Today Africa. J'ai trouvé l'article très éclairant pour nous, Africaines, Africains du monde entier. Écoutez ce que nous ne faisons pas assez sur le continent. La Chine réglera les livraisons de gaz russe en roubles et yuan, annonce Gazprom. Le groupe russe a annoncé que la Chine réglerait dorénavant ses contrats en roubles et en yuan, au lieu du dollar. Cela alors que Moscou et Pékin ont exprimé récemment leur souhait d'élargir leur coopération dans le domaine énergétique. La Chine réglera désormais les livraisons de gaz russe à la Chine en yuan et en roubles, annonce ce 6 septembre le géant russe Gazprom. Le nouveau mécanisme de paiement est une solution mutuellement avantageuse, opportune, fiable et pratique. S'est félicité dans un communiqué le patron de Gazprom, Alexei Miller, disant espérer que cela donnerait un élan supplémentaire au développement des deux économies. Les importations chinoises de pétrole russe bondissent de 55% sur un an. Une transition a été faite pour effectuer les paiements pour les livraisons de gaz russe à la Chine en devises locales, le rouble et le yuan, a précisé Gazprom dans le communiqué. Lors d'une réunion en visioconférence, Alexei Miller a informé son homologue chinois du groupe public CNPC, par ailleurs actionnaire minoritaire du site de production sibérien Yamal, de l'avancée des travaux du projet sur l'approvisionnement en gaz par la route orientale via le gazoduc Force de Sibérie qui connecte les réseaux de transport de gaz russe et chinois. Cette nouvelle intervient dans un contexte où Pékin et Moscou entendent élargir leur coopération dans le domaine économique. Le président chinois Xi Jinping avait réaffirmé la proximité de son pays avec la Russie lors d'un échange téléphonique avec son homologue Vladimir Poutine en juin dernier. Selon le compte rendu du Kremlin, les deux dirigeants ont convenu notamment d'élargir la coopération dans les domaines énergétiques, financiers, industriels, des transports et autres, en tenant compte de la situation économique mondiale qui s'est compliquée en raison des sanctions illégitimes de l'Occident. Gazprom augmente ses exportations de gaz vers la Chine. Le raccordement de l'important champ gazier russe, Kovykta, avant la fin de l'année au gazoduc Force de Sibérie, permettra, selon Gazprom, d'augmenter le volume des livraisons de gaz à la Chine en 2023. De nouveaux accords d'achat et de vente de gaz à long terme via cette route orientale ont par ailleurs été signés ce 6 septembre, a annoncé Gazprom. Entre janvier et août 2022, Gazprom a extrait 288,1 milliards de mètres cubes de gaz, soit une baisse de 14,6% sur un an, selon des données préliminaires publiées le 1er septembre. Les exportations de gaz vers la Chine ont, elles, toutefois augmenté, dépassant régulièrement les quantités contractuelles journalières, avait précisé le géant russe dans un communiqué sans donner de chiffres précis.
Fin de citation de l'article de Russia Today Africa. Maintenant, je fais une déduction pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué que lorsque la Chine va commander du gaz russe, la Chine paye soit avec des roubles, c'est-à-dire les réserves de monnaie russe que la Chine possède, ou les réserves financières de la Chine dans les banques russes, la Chine va payer en roubles. Soit encore, la Chine va payer en yuan, c'est-à-dire en monnaie chinoise, ce qui va renforcer les réserves russes en yuan. Étudions les deux cas. Quand la Chine paye en roubles, elle verse donc de l'argent à Gazprom, qui est une entreprise d'État russe. Ce qui fait que l'État russe reçoit des paiements dans sa monnaie nationale, lui permettant, avec cette monnaie nationale, soit d'investir en interne, soit d'investir en Chine. Parce que la Chine accepte le rouble russe comme unité d'échange de ses richesses. Je recommence le premier cas. Alors, l'économie, là, c'est une science à la fois simple et logique. Il ne faut pas se laisser embrouiller par parfois le jargon des spécialistes, qui fait que l'économie devient une science presque mystique pour le commun des gens. On prend le premier cas. La Chine paye le gaz russe en roubles. Elle paye le gaz, le pétrole russe en roubles. Où est-ce qu'elle prend le rouble? Elle prend le rouble en Russie. Parce que la Chine possède des réserves d'argent physique rouble et la Chine possède de l'argent, des réserves de change dans les comptes chinois à l'intérieur des banques russes. La Chine a de l'argent dans les ordinateurs russes, elle a de l'argent dans les banques russes, et la Chine a de l'argent russe en Chine. Donc quand la Chine paye Gazprom, c'est-à-dire paye l'État russe en roubles, la Chine permet à l'État russe d'avoir à sa disposition une masse monétaire lui permettant de financer son fonctionnement interne, mais aussi, puisque la Chine reconnaît le rouble et qu'il y a une parité entre le rouble et le yuan, la Chine donne ainsi à la Russie les moyens d'acheter des marchandises chinoises en utilisant sa propre monnaie, le rouble. Ça, c'est le premier cas. Quand la Chine paye en rouble. On prend le deuxième cas. Écoutez-moi bien. L'économie, c'est une science logique. Elle ne peut pas échapper à un philosophe de formation. Quand la Chine paye donc le gaz russe en yuan, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Parce qu'elle augmente les devises que la Russie détient en yuan. De deux façons. Première façon, elle crédite les comptes russes, les comptes de l'État russe, dans les banques chinoises. Sous forme d'écriture, si on veut. Deuxième façon, elle donne à l'État russe une masse de yuan qui, autant les comptes crédités dans les banques russes et autant la masse physique d'argent yuan qui est versée à la Russie, ça permet quoi? Ça permet à la Russie d'acheter en Chine ce dont la Russie a besoin. La Russie peut acheter en Chine le matériel électronique, elle peut acheter en Chine les vêtements, elle peut acheter en Chine des machines, elle peut acheter en Chine du savoir, elle peut payer des expertises, etc. avec l'argent qu'elle accumule dans les banques chinoises sous forme de réserve, ou en tout cas d'avoir souverain dans les banques chinoises. Mais la Chine accumule aussi des devises chinoises, donc elle peut librement acheter en Chine. Pardon, la Russie accumule aussi des devises chinoises, donc elle peut ainsi librement acheter en Chine. Alors, continuons à réfléchir. À quelles conditions ça marche très bien? Ça marche très bien à condition que les deux économies, l'économie russe et l'économie chinoise, aient suffisamment de marchandises variées pour que l'une et l'autre soient complémentaires. Parce que je ne vais pas aller acheter chez toi ce que je possède chez moi déjà, à suffisance. J'achète chez toi ce qui est rare chez moi, ce qui manque chez moi. Donc la Russie peut compenser les aspects de son économie qui n'ont pas été développés en achetant auprès de la Chine des marchandises produites par des aspects de l'économie chinoise qui sont plus développés que la Russie. Et vice-versa. La Chine peut compenser en achetant en Russie ce qui dans son économie, dans son système à elle, n'a pas été... Donc les deux économies, en accumulant des réserves réciproques de change, évoluent en complémentarité. L'autre chose que vous devez remarquer, c'est que désormais,
Les Chinois ne prennent plus les dollars pour les donner aux Russes. Pourquoi? Parce que quand les Chinois prennent des dollars et les donnent aux Russes, lorsque les Russes sortent avec ces dollars pour acheter des marchandises, dans les pays qui acceptent le dollar, c'est-à-dire aux États-Unis et notamment en Occident, les Occidentaux refusent. Ils considèrent les dollars possédés par les Russes comme nuls. Donc la Russie ne donne plus son gaz et son pétrole en échange de dollars parce que quand elle accepte des dollars, et lorsqu'elle veut payer avec ces dollars, on ne les accepte plus comme monnaie. C'est ce qu'ils ont appelé les sanctions. Regardez une aberration comme ça. Vous voulez que tout le monde achète toutes les marchandises de la terre, soit en euros, soit en dollars. Mais en même temps, vous bloquez les avoirs des gens en euros et en dollars. Quel est l'intérêt que j'ai à accumuler les réserves de change en euros et en dollars lorsque je sais que lorsqu'il me faudra payer en euros et en dollars des marchandises dans le système européen, dans le système américain, vous allez considérer mes avoirs dans votre monnaie comme étant nuls. Vous allez les geler, les bloquer. La Russie dit, je n'ai plus besoin de dollars. Pour une raison toute simple. Quand j'accepte des dollars, lorsque je veux utiliser ces dollars pour acheter des choses aux États-Unis, on ne veut pas. Si je veux utiliser ces dollars pour acheter des choses en Europe, on ne veut pas. Donc ces dollars ne me servent à rien. Je refuse le paiement en dollars. La Chine dit aussi, moi-même la Chine, je suis fatigué d'accepter le paiement en dollars. Parce que je vois très bien que ce qu'on a fait à la Russie, c'est ce qu'on veut me faire. Tout l'argent que j'ai accumulé en dollars dans les banques américaines, tout l'argent que j'ai accumulé en dollars dans les banques européennes, je sens que quand je vais vouloir l'utiliser pour acheter franco de port des richesses européennes, des richesses américaines, on va me dire ce qu'on est en train de dire aux Russes. Donc moi aussi la Chine, à partir de maintenant, quand tu veux acheter une marchandise chez moi, soit tu achètes en yuan, donc tu as intérêt à accumuler des réserves de yuan en ayant des comptes dans mes banques ou en ayant ma monnaie dans tes réserves physiques de change dans ton pays, soit tu m'apportes de l'or, comme les Russes le disent. Les Russes conditionnent désormais l'accès à leur richesse à une quantité d'or ou à une quantité de roubles. Tout comme les Chinois disent, désormais c'est une quantité de yuan ou une quantité d'or. Donc en fait, ils sont en train de construire des économies qui sont adossées sur l'énergie et sur l'or. Des économies qui sont adossées sur des richesses matérielles réelles et qui sont adossées sur l'or réel, les quantités d'or réelles. J'ai fini de vous expliquer cette nouvelle qui est extrêmement importante. Ça veut dire que la partie orientale du monde se dédollarise définitivement. C'était seulement annoncé. Maintenant, c'est une réalité. C'est une réalité que pour qu'il y ait désormais des échanges économiques entre le géant de l'Eurasie, la Russie, et le géant de l'Orient, la Chine, il n'y a plus besoin de dollars. Vous lirez des nouvelles de même nature désormais entre l'Inde et la Russie. Vous lirez des nouvelles de même nature entre l'Inde et la Chine et vous allez voir des nouvelles de même nature entre le Grand Brésil et même le Pakistan est en train de rentrer dans cette logique. Bon. Je laisse donc cette nouvelle. Qu'est-ce qui intéresse les Africains dans cette affaire? Ce qui intéresse les Africains, c'est que bien sûr, les pays africains peuvent s'ajuster à ce modèle parce que les pays africains sont des producteurs d'or et détenteurs d'or. Les pays africains peuvent s'ajuster à ce modèle parce que les pays africains sont détenteurs de matières premières énergétiques. Donc, on n'aurait pas de difficulté à commercer avec la Chine, à commercer avec la Russie, avec l'Inde, avec le Brésil, à partir du principe de l'indexation sur l'or et de l'indexation sur l'énergie, la capacité de fournir des matières premières stratégiques énergétiques. N'est-ce pas? On n'aurait pas de mal avec ça. Mais on a un problème, nous, en Afrique, notamment en Afrique francophone. Ce problème est très simple. Nous n'avons pas notre propre monnaie. Si les pays d'Afrique francophone, comme certains traînent les pieds, rentrent dans le système de l'économie indexé sur les matières premières et indexé sur l'or, en restant dans le CFA. Comme le CFA est une monnaie qui appartient à la France, je vous pose la question, qui va profiter? Qui va profiter de l'entrée des pays d'Afrique francophone, pays du CFA, dans le système économique des BRICS? Répondez vous-même, qui va profiter de ça? Parce que
on va demander aux Russes et on va demander aux Chinois, on va demander aux Indiens de posséder des francs CFA. Mais le franc CFA, c'est la monnaie de qui? Le franc CFA, c'est la monnaie de la France. Donc, on va leur demander d'enrichir la Banque de France. Car en possédant des francs CFA, la Chine, la Russie, l'Inde, tous les partenaires potentiels de l'Afrique vont enrichir la Banque de France. Ils seront obligés de donner en échange des roubles, ils seront obligés de donner en échange des yuan, des roupies, qui vont aller où? Dans les caisses de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, qui n'est qu'une succursale de la Banque centrale française, et ils vont donner des réserves de change à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui est une succursale de la Banque française. Il s'ensuit que l'Afrique va se mettre à travailler, l'Afrique de langue officielle française va se mettre à travailler pour enrichir la Banque de France encore. Je voulais vous dire ça. J'espère que mon raisonnement est propre pour vous. Parce que pour profiter d'une économie alignée sur l'or et alignée sur l'énergie, il faut posséder sa propre monnaie. Tu ne peux pas en profiter si ta monnaie est la monnaie d'un autre. Parce que c'est lui qui va récupérer tes réserves de change. Dans le système actuel, vous savez que les réserves de change de l'Afrique francophone, la zone CFA, sont contrôlées par la Banque de France. C'est elle qui, en réalité, tire tout bénéfice d'un échange favorable entre les économies de l'Afrique francophone française, l'Afrique de langue officielle française, avec les économies du reste du monde, puisque ça passe par elle. Est-ce que c'est clair pour vous? Si les pays africains veulent profiter du modèle de coopération économique qu'on observe désormais entre la Russie et la Chine, entre la Russie et l'Inde, entre l'Inde et la Chine, entre la Russie et le Brésil, entre la Chine et le Brésil, si nous voulons profiter de cela, nous devons remplir en Afrique les mêmes conditions monétaires que la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, tous les pays des BRICS. Il n'y a pas un seul de ces pays qui ne détient pas lui-même sa propre monnaie. Donc, en Afrique de langue officielle française, il y a urgence. Il y a urgence, ce n'est même pas une urgence en mois. Ce n'est pas une urgence en année, c'est une urgence en jours. Je le dis aux dirigeants africains de tous les pays d'Afrique francophone. Il y a un frémissement. Le vieux despote du Cameroun, Biya, ayant réduit les parts des multinationales françaises au Cameroun à peine 11%, alors qu'elles étaient à 47%. Ce qu'il ne voit pas, c'est que même la diversification de l'économie camerounaise, du moment que cette diversification se fait, ou ce qu'il voit et il sait, du moment que cette diversification se fait avec la monnaie française, le franc CFA, les dividendes de cette diversification sont récupérés, in fine, par la Banque de France. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait diversifier l'économie camerounaise, par exemple, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, les Russes, les Chinois et les Indiens sont obligés donc d'acquérir du franc CFA. Mais le franc CFA, c'est une monnaie française. Donc quand ils achètent en franc CFA, ils renforcent la Banque de France. C'est tout. Ils donnent à la Banque de France des roubles, ils donnent à la Banque de France des roupies, ils donnent à la Banque de France des yuan, à travers les pays d'Afrique dites francophones. C'est ce qui se passe. Puisque la Banque de France contrôle la Banque centrale des États d'Afrique centrale et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui sont les succursales, eh bien, du CFA. Et il s'ensuit que les réserves de change en yuan, en machin, qui vont être constituées, vont être recontrôlées à travers les banques centrales. Elles vont être recontrôlées par la Banque de France. D'où l'impératif pour l'Afrique de sortir du CFA. L'idéal serait que, en Afrique centrale, on se dote d'une monnaie, une monnaie des pays d'Afrique centrale, qui permettra de constituer des réserves de change en roubles, en roupies, en yuan, mais des réserves de change en échange d'une monnaie autonome d'Afrique centrale, une monnaie flexible d'Afrique centrale, ou de monnaie nationale contrôlée par les banques nationales de chacun des pays, en attendant la monnaie commune d'Afrique centrale, flexible, mais totalement contrôlée par une banque centrale d'Afrique centrale. Si on veut avoir une situation idéale en Afrique de l'Ouest, ça serait, bien sûr, une monnaie centrale, une monnaie d'Afrique de l'Ouest, mais une monnaie qui soit complètement découplée, qui n'ait plus rien à voir avec le CFA. Bref, ce que Ouattara
Nana Akufo-Addo ont massacré l'écho qui devait exister indépendamment du franc français, indépendamment de l'euro, indépendamment de la Banque de France. Seule une telle monnaie peut permettre d'accumuler des réserves de change et de créer un effet favorable pour l'Afrique de l'Ouest dans son rapport à l'économie mondiale. À défaut de cela, chaque pays doit repartir du principe d'avoir sa propre monnaie. Il est plus facile pour un pays comme la Guinée, il est plus facile pour tout pays africain qui possède sa propre monnaie nationale d'accumuler des réserves de change en yuan, en roupie, en rouble, en monnaie brésilienne et consorts, que des pays qui dépendent de la Banque de France. Car ceux-ci sont obligés, en réalité, de laisser sous le contrôle de la Banque de France une bonne partie de leurs réserves de change. Bon. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on doit noter en tant qu'Africain, en dehors de cette urgence de sortie du CFA. C'est une urgence, c'est une question d'heure, c'est une question de minutes. On doit sortir du CFA tout de suite. Maintenant. N'écoutez, aucun dirigeant africain, aucun économiste africain ne peut aujourd'hui démontrer qu'il faille attendre quoi que ce soit pour sortir de cette affaire si on veut affronter la détresse des populations. Ce n'est que quand on est obligé de tenir compte de la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, qui continue d'accumuler des richesses en dollars et en euros. C'est quand on est obligé de tenir compte de leurs besoins qu'on retarde cette réforme. C'est la haute bourgeoisie financière africaine qui aujourd'hui tient les peuples africains en otage avec cette affaire du CFA et retarde la rupture avec la Banque de France pour les États. C'est la haute bourgeoisie financière, la haute bourgeoisie industrielle, la haute bourgeoisie spéculative, bancaire africaine. Et à coquiner bien sûr aux élites politiques, ce sont eux qui retardent l'Afrique aujourd'hui. Mais tout le monde sait que pour les peuples, pour bénéficier de l'or, du pétrole, du gaz, du manganèse, de l'uranium africain, il faut des monnaies africaines, il faut une monnaie africaine. Kadhafi l'avait compris, c'est pour ça qu'on l'a tué. Maintenant, il y a une dernière chose que je voulais dire. Mais regardez deux pays comme, mettons, le Nigeria et le Mali. Je voudrais vous parler de deux pays que je connais plutôt bien, le Nigeria et le Mali. Si le Mali avait sa propre monnaie aujourd'hui, est-ce que vous savez que le Nigeria possède une industrie de véhicules de sécurité et de police, des véhicules militaires? Est-ce que vous savez que le Nigeria fabrique aujourd'hui des véhicules de sécurité militaire fiables et sérieux? Le Nigeria détient sur son sol des usines qui fabriquent des véhicules de police, des véhicules de transport de troupes, tout à fait compétitifs. Est-ce que vous le savez? Bon. Imaginons qu'un pays comme le Mali ait sa propre monnaie, le Wari. Le Mali est, en fait, potentiellement le premier producteur d'or du continent. On le classe deuxième derrière l'Afrique du Sud. Même si des sociétés sud-africaines viennent travailler au Mali. Ce qui peut laisser penser que le Mali, pour l'or, il est vraiment le premier. Bon. Imaginons que le Mali ait sa propre monnaie. Appelons-la imaginairement le Wari, pour reprendre la langue bambara. Le Mali possède de l'or. Il peut payer en or. Le Mali est aujourd'hui en Afrique de l'Ouest potentiellement l'un des plus grands cheptels. Je pense même que c'est le plus grand cheptel d'Afrique de l'Ouest francophone. Je ne vais pas m'aventurer, je ne sais pas quel est l'état du cheptel du Nigeria, par exemple. Mais en Afrique de l'Ouest francophone, le Mali a le plus grand cheptel. Imaginons que le Mali décide d'acheter pour sa police, pour sa gendarmerie, pour son armée, après avoir vérifié, après avoir testé plusieurs modèles, les véhicules de transport, les véhicules de sécurité produits au Nigeria. Est-ce que le Mali a besoin de CFA? Il n'aurait pas besoin de CFA. Il aurait besoin de quoi? De deux choses. Soit d'utiliser sa monnaie indexée sur son or et par exemple sur son bétail, qui sont formidables, et que les Nigérians pourraient acheter avec leurs réserves de Wari. Il aurait besoin de faire ça. Ou alors d'accumuler des réserves de Naira, lui permettant d'acheter en Naira les véhicules dont il a besoin. Deux options. Le Mali peut payer en Naira, avec ses réserves de Naira, en ouvrant éventuellement des comptes dans les banques nigérianes, où il va progressivement constituer des avoirs. Première option, là sur la base de la parité entre le Naira et le Wari. Deuxième option, le Mali peut négocier avec le Nigeria la quantité d'or ou la quantité de Wari
dont les Nigériens ont besoin pour livrer tel ou tel nombre de véhicules. Et on peut, comme cela, dans de nombreux secteurs, élaborer des relations économiques bilatérales sans passer ni par le dollar, ni par l'euro, ni par n'importe quelle autre banque que ce soit, si ce ne sont les banques nationales du Mali et du Nigeria. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement ce que la Russie et la Chine sont en train de faire actuellement. Il faudrait donc constituer de nombreuses commissions économiques bilatérales entre les États africains. Je prends deux pays qui ont des politiques internationales un peu proches, comme le Centrafrique actuellement et le Mali. Mais le Mali a des besoins que... Pardon, le Centrafrique a des besoins que le Mali peut satisfaire. Il faudrait que le Mali étudie l'économie centrafricaine pour voir ce qui manque au Mali et qui peut intéresser le Mali en Centrafrique. Dans ce cadre-là, un accord économique bilatéral pour échanger ces richesses dans des quantités dont l'équivalence aura été établie peut être passé sans passer par le CFA. Et ce serait encore plus facile si le Mali prenait des unités de Sango et si de son côté, eh bien, le Centrafrique prenait des unités de Wari. Avec le Wari, le Centrafrique pourrait acheter au Mali, par exemple, je ne sais pas, le coton, par exemple, des têtes de bétail supplémentaires dont il a besoin. Et avec le Sango, le Mali pourrait acheter éventuellement un métal rare qu'il n'y a pas au Mali mais qu'on trouve en Centrafrique. Je ne sais pas, par exemple, le Centrafrique est une terre de diamants. Le Mali pourrait acheter du diamant en Centrafrique. Il faut élaborer des commissions mixtes entre tous nos pays pour étudier les possibilités d'échange économique entre eux et créer des réseaux monétaires directs. C'est ça l'économie. C'est ça l'économie de la libération africaine. On peut tisser des relations bilatérales économiques autour, ne serait-ce que de trois objectifs. Premier objectif, l'autosuffisance alimentaire. Les pays africains peuvent décréter qu'ils doivent faire l'effort de se compenser mutuellement pour tout ce qui concerne la nourriture, l'agriculture et l'élevage. On peut décréter que ça ne s'échange jamais en monnaie étrangère. On peut le faire. On peut le faire. Si on veut mettre en place aujourd'hui en Afrique l'embryon de l'armée internationale africaine, l'embryon de la Légion africaine, on peut décider de la financer sur fonds propres, sur la base de mutualisation d'avoirs réciproques propres. On n'a pas besoin de la Banque mondiale, on n'a pas besoin du Fonds monétaire international, on a besoin d'aucun club de Washington, de Paris, de Londres, pour financer l'embryon de la Légion internationale africaine. Il y a des sujets comme l'alimentation, la sécurité, le financement des élections africaines, qui sont des sujets de souveraineté essentiels. Il faut qu'on les sorte des mains des Occidentaux. Il faut qu'on les sorte des mains des étrangers à l'Afrique. On peut le faire parce qu'on possède le potentiel économique pour cela. Et il y a déjà une diversification économique suffisante en Afrique pour les compensations. Enfin, il y a un dernier point, c'est la compensation par les transferts de technologie. Regardez, l'Égypte est en train de construire sa première centrale nucléaire. Bientôt, le Soudan va avoir une centrale nucléaire grâce à la Russie. L'Angola est en train d'obtenir la consolidation de son satellite de télécommunication avec la Russie. Quel peut être l'intérêt d'avoir nos propres monnaies pour échanger avec l'Égypte, pour échanger avec l'Angola, pour échanger avec le Soudan? C'est qu'elles peuvent servir de base pour un transfert de technologie. Je prends un exemple. Une commission camerounaise peut aller en Angola pour étudier avec les Angolais comment ils ont négocié avec la Russie pour obtenir un satellite. Étudier avec les Angolais si on ne peut pas monter ensemble en Afrique centrale, eh bien un projet de construction de satellites sur le sol d'Afrique centrale. Sur la base de cela, mais il faudrait que le Cameroun ait sa propre monnaie. L'Angola a déjà la sienne. Et que les deux pays s'entendent sur le mode de financement eh bien, de ce projet commun. Voilà des choses. Je ne sais pas à quoi servent nos diplomates, à quoi servent nos ministres de l'économie en Afrique, si ce n'est pas pour tisser ce genre de liens. Je prends un dernier exemple et je conclue là-dessus. Voilà le Nigeria qui découvre sur son sol des réserves de gaz et de pétrole faramineuses. Et le Nigeria accepte la construction d'un pipeline
qui va traverser toute l'Afrique de l'Ouest, remonter par le Maroc pour entrer en Europe. Astaghfirullah. Ça, c'est pas une malédiction. Nigerian people, are you mad, brothers and sisters? All the Nigerian gas, you will give it through a long, long pipeline to Western people. When Africa is in the darkness, Nigeria itself is in the darkness. All Nigerian cities don't have their correct gas, their correct oil, their correct electricity. The countries surrounding Nigeria are in the darkness. Benin, Togo, still in the darkness. Ivory Coast in the darkness. Cameroon in the darkness. Chad in the darkness. Niger in the darkness. And you intend to give your gas, your oil to Western people 500 kilometers far from Nigeria and through Morocco, a country without any gas, any oil, any diamond, any gold, Morocco, a country dominating the Black Africa with its banks and speculative money, speculative dollars coming from Saudian people and so on. Those pétrodollars. C'est juste incroyable. Le Nigeria a des réserves de gaz et de pétrole faramineuses et il est heureux de dire qu'il va construire un pipeline pour aller livrer le gaz là aux Européens. Alors que tout le Nigeria, tout le peuple nigérien n'est pas éclairé. Le Bénin, le Togo, le Niger, le Tchad, le Cameroun qui entoure le Nigeria ne sont pas éclairés. Qu'est-ce qui les empêche de mettre en place des mécanismes de compensation? Ce que le Nigeria veut gagner en vendant aux Occidentaux le gaz et le pétrole nigérien, est-ce qu'il ne peut pas le gagner en le vendant aux Camerounais, en le vendant aux Tchadiens, en le vendant aux Nigériens, en le vendant aux Béninois, en le vendant aux Togolais, et en s'assurant que son propre peuple, comme l'a fait Kadhafi, n'en manque pas? We have a problem. On a un problème de logique. Parce que notre politique et notre économie en Afrique ne sont pas orientées par l'amour de notre peuple. Le respect de la dignité de notre propre humanité. Comment on peut concevoir que le Nigeria, qui est quand même un pays de plus de 200 millions d'habitants, si je ne m'abuse, qu'un tel pays, avec le nombre d'intellectuels qu'il forme, d'ingénieurs, de médecins, bref, le cerveau que le Nigeria a, conçoive son économie comme une économie d'exportation vers l'Occident? How is it possible? Are you dreaming? Are you sleeping in the class of the world? Donc, voilà donc que la Russie et la Chine échangent direct. Voilà que l'Inde et la Russie échangent direct, sans passer par l'Occident. Voilà que même le Brésil veut échanger avec la Russie, avec l'Inde, avec la Chine, sans passer par quiconque. Et c'est nous, en Afrique, qui préférons prendre notre gaz, notre pétrole, l'envoyer à 6000 km et accumuler des réserves en dollars et en euros. Et le jour qu'on veut les utiliser, on nous dit qu'elles sont gelées comme les réserves de Kadhafi. 150 milliards de dollars libyens ont été gelés par les Occidentaux. Parce que Kadhafi acceptait le paiement en dollars, il acceptait des paiements en écriture dans les comptes libyens, dans les banques occidentales. Dès qu'ils l'ont tué, ils ont tout confisqué. Quand le Nigeria veut vendre son gaz aux Occidentaux, il va se faire payer en quoi? Il va se faire payer en dollars. Il va se faire payer en quoi? En euros. Et l'argent va être mis dans ses réserves de change, dans les comptes bancaires, dans les banques occidentales. Et bien sûr, il suffira de provoquer une guerre au Nigeria, de massacrer les dirigeants nigériens, pour dire que pour le moment, tous leurs fonds sont gelés. C'est ce qu'on a fait avec l'argent d'Abacha. Abacha a volé l'argent du Nigeria et il l'a cumulé dans des comptes, dans les banques occidentales. Il est gelé jusqu'à aujourd'hui. Des centaines des milliards de dollars volés au Nigeria par Sani Abacha. Donc, Africains, parlons à nos dirigeants. Montrons-leur que nous avons compris à quel point le continent est gouverné dans une méchanceté, un cynisme, un obscurantisme diabolique. Disons-leur, nous, peuples africains, nous, Africaines et Africains éveillés, nous savons que nous ne sommes pas pauvres. Nous le savons.
Et nous vous demandons de vous engager à mener des politiques qui nous permettent de vivre de notre richesse. Ça suffit. Ça suffit d'expliquer le malheur de l'Afrique par la détérioration des termes de l'échange international. Non. Vous êtes coupables. Nous sommes, nous peuples africains, nous sommes, nous dirigeants africains, nous élites africaines, coupables de ne pas concevoir des conditions favorables pour les transactions avec le reste de l'économie mondiale. Il n'y a plus d'excuses au XXIe siècle. Les peuples, les dirigeants, les élites doivent assumer les décisions. Et c'est ce que nous montrent les Russes, c'est ce que nous montrent les Chinois. Et c'est ce que je voulais dire. Les Russes et les Chinois, vraiment c'est ce qu'ils nous montrent. C'est ce qu'ils nous montrent. Et c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci à tous de partager cette conversation. Je la rediffuserai plus tard sur ma page YouTube pour nos amis de ce côté. Elle était en exclusivité ici, sur cette page, Franklin Yamsi, Facebook. Merci de votre soutien. Merci de vos prières. Merci de votre fidélité à notre combat commun. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Portez-vous bien. Ja, wir haben das Thema oder mein Thema ist